BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Oui, les décodeurs de l'écho autour de ce conflit qui s'enlise à la SNCF. 7e jour de conflit donc, puisque la grève a été reconduite pour 24 heures supplémentaires par la CGT, par Sudrail. Donc demain, mardi, question ce soir, parce que l'on parle des cheminots, on parlera aussi des intermittents. Est-ce que la réforme peut rester à quai en France? Oui, syndicats qui sont majoritaires, évidemment, en termes de voix à la SNCF, bien entendu, mais... oui, qui concerne des bastions, le sud-est, les conducteurs. Il faut savoir arrêter une grève. Il faut que cette grève s'arrête, disait Laurent Berger, c'est le numéro 1 de la CFDT. C'était ce matin sur RMC avec Jean-Jacques Bourdin. Il n'aurait pas fallu la commencer, cette grève, puisqu'il y avait des discussions et que toutes les organisations syndicales, CGT comprises, ont participé aux discussions. Donc elle ne se justifie pas. C'est une mise en scène. Elle est inutile, cette grève, et elle prend en otage les usagers. C'est pas normal. Je ne supporte pas le mépris à l'égard des lycéens, aujourd'hui, qui vont passer leur bac. Ah oui, grève inutile, donc, disait Laurent Berger sur RMC. C'est vrai, même le bac ne les a pas effrayés. Thierry Lepan, qui est le numéro 1 de la CGT, que disait-il dans Le Parisien? Il n'y a que 8% de lycéens qui prennent le train. C'est un tout petit peu méprisant, Véronique Jérôme, mais on a l'impression, voilà, malgré la pression, malgré le bac, le mouvement qui se radicalise. Le mouvement se radicalise, et je dirais se radicalise des deux côtés, parce que je rejoins un peu ce qui vient d'être dit. En fait, il ne fallait pas, l'engager. On peut arrêter le conflit, mais il aurait mieux valu éviter le conflit. Et ça, c'est très très ancien. C'est John Hicks, un économiste en 1932, qui avait démontré que la menace de grève était beaucoup plus efficace que la grève elle-même, puisque chacune des parties arrive à entrevoir les conséquences, fait une analyse coût-avantage, et finalement peut arriver à négocier. Oui, mais enfin, pardon, Nassima Baron tout à l'heure nous rappelait que cette réforme ferroviaire, on la connaît depuis le mois d'octobre dernier. Au moment où on se parle, on est le 16 juin. Enfin, et en même temps, l'attitude de la SNCF, des grévistes, n'est pas très claire. C'est pour ça aussi que le mouvement n'est pas très populaire. Personne ne comprend véritablement. Ils avaient fait grève lorsque l'Union européenne, si je ne dis pas de bêtises, avait demandé cette dissociation entre SNCF et Réseau Ferré de France. Aujourd'hui, on revient en arrière et on fait à nouveau grève. Donc, la lecture est difficile. Le mouvement n'est pas très populaire, et là où on peut imaginer que finalement le gouvernement, Emmanuel Valls en particulier, parce que François Hollande a très habilement finalement repassé un peu le bébé à Manuel Valls, ce qui est normalement ce qu'il doit faire. Eh bien, Manuel Valls a décidé de résister parce qu'il sent bien que le mouvement est impopulaire et qu'il sent bien que là, il y a matière à résister. Gouverner, c'est résister, il faut bien le dire aussi. Et finalement, les syndicats ne sont plus populaires. Et puisque les syndicats ne sont pas populaires, le gouvernement n'aura rien à gagner à cette impopularité du mouvement, mais il n'aura rien à perdre non plus. Et c'est là où il va retrouver de la crédibilité. Si on veut aller un peu plus loin, il a besoin de cette crédibilité. Manuel Valls, aujourd'hui, la fronde, elle n'est pas que syndicale. La fronde, elle va venir aussi des négociations budgétaires, des PLF qui vont venir, de toute cette partie des frondeurs qui essayent de dire PS, on veut, du PS, on veut une autre politique, et puis finalement, cet aspect social libéral de sa politique pose un peu problème, et sa crédibilité, elle ne viendra que du fait de tenir. Oui, on viendra d'ailleurs sur la position du gouvernement, puisqu'on est à 3 semaines maintenant de la conférence sociale du 8 juillet. On verra évidemment à quoi elle va rassembler. Est-ce qu'elle est d'ores et déjà vouée à un échec? Oui, justement, tiens, Nassima Baron, expliquez-moi pourquoi. En effet, elle a raison, Véronique Jérôme, de Politoscope. Pour quelle raison donc? Eh bien, d'Électionscope. Voilà, polito-économiste, Électionscope. Pourquoi est-ce que les syndicats ont fait grève il y a 20 ans pour dire non, il ne faut pas séparer? Et puis au moment où on veut à nouveau séparer, ils sont à nouveau en grève. C'est complètement incohérent. C'est mal compris. C'est un petit peu difficile à comprendre. Ils n'ont pas fait grève il y a 7 ans et aujourd'hui. Il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres moments de confrontation entre finalement une direction et des salariés aussi, parce qu'on a un problème d'entreprise. Il faut dire que lorsque la séparation entre le gestionnaire d'infrastructure et l'opérateur de transport s'est mise en place, on était en pleine recomposition du système ferroviaire. On savait qu'on devait appliquer une réglementation européenne, une réglementation de principe, l'ouverture à la concurrence, la séparation, c'était un principe. Il n'y a pas de modèle unique. Quand on regarde ce qui s'est passé, chaque pays trouve sa voie, et cette voie, elle est d'ailleurs dynamique, parce que après on peut prendre des exemples. La Belgique, elle a commencé à séparer les choses, elle retricote parce que le temps fait son œuvre, et puis chacun cherche un petit peu comment réorganiser un système qui est complexe. Il y a la régulation dont on n'a pas aussi parlé, c'est-à-dire
qu'il y ait un gendarme quelque part. Parce que s'il y a des opérateurs de transport diversifiés, il faut qu'il y ait quelque part un régulateur. Donc dans le projet de loi, il y a le régulateur, il y a le nouveau gestionnaire d'infrastructures unifiées qui regroupe RFF et SNCF. Et là, les salariés, ils se posent des questions. C'est l'incertitude, et mon job, où je serai dans l'organigramme, quels sont les services qu'on va mettre dans le GIU, c'est-à-dire la maison mère, entre guillemets, quels sont les services qu'on va mettre du côté mobilité, les services qu'on va mettre du côté réseau. C'est pas toujours facile d'ailleurs. Et puis il y a tout le reste de l'écosystème, parce que le ferroviaire, donc tout ce que vous nous dites là, finalement, tout n'est pas abouti, tout n'est pas clair en fait. Non, c'est que... C'est-à-dire, je suis cheminot, par exemple, je ne sais pas forcément à quelle sauce je suis mangé non, je vous dis simplement que depuis octobre, en fait, l'annonce, elle avait été faite l'été dernier, donc on sent les choses venir depuis longtemps maintenant. Ça remet en branle l'ensemble des acteurs d'un système ferroviaire qui est en recomposition, qui est en transition, qui va encore évoluer. Avec mais est-ce que ça touche leur statut à ces cheminots? On parle toujours d'un statut très protecteur. Ils se disent, il y a une convention collective après-guerre, c'est très structuré. Et puis demain, avec les nouveaux entrants, ça sera des jobs qui seront sur sur une autre organisation. Comment on va gérer cette diversité-là? On peut aussi regarder chez nos voisins, le font, et on travaillait pragmatiquement. Ils en sont pas morts. Les exemples sont diversifiés. Non, ils sont pas morts. Le meilleur exemple qui a réussi, Nassima Baron, c'est... Il y a la Suède, par exemple, qui a 26% de nouveaux entrants sur le marché. C'est pas les chiffres, non, ils sont pas. Il n'y a pas une déferlante du capital privé. Il y a une articulation. On apprend à travailler, et aussi un petit peu ensemble avec les collectivités qui jouent un rôle. Stéphanie Lecoq de l'Institut supérieur du travail. Ce soir, la CGT et Sudrail, reçus par la direction, dénoncent une provocation. Donc, ils accusent la direction de jouer la provocation en radicalisant son attitude envers les grévistes. Il y a un risque de voir le mouvement se radicaliser, s'enliser, durer beaucoup plus longtemps. 7 jours. C'est la question que je posais à Bernard Vivier. Il était là il y a une semaine. Votre patron, justement, je disais, on était au premier jour, grève reconductible. Je lui disais, c'est peut-être ça qu'il faut regarder, le côté reconductible. Et on y est, jour après jour. On en est au 7e jour. On en est au 7e jour, oui. A priori, ça va sans doute s'arrêter, parce que faut pas oublier que pendant ce temps-là, le salarié sous entreprise publique à statut n'est pas payé. Oui. Alors on a beau après essayer de négocier dans un protocole de fin de grève que ces personnes soient payées, ça, je pense, risque pas d'arriver. Il faut négocier justement que les pénalités soient étalées ou pas. Quand on est, au contraire, soyons sévères. Si du bastion communiste, on va essayer de faire que les jours de grève soient en plus payés. C'est la cerise sur le gâteau. Et c'est déjà arrivé. Est-ce que la direction de la SNCF, est-ce que le gouvernement gagnerait, s'honorerait, Absolument je ne sais pas, en disant on ne paye pas cette fois et on n'étale pas? Ça fait 15 ans qu'ils ne payent plus. Absolument pas. Et d'ailleurs, de toute façon, maintenant, c'est clairement annoncé et clairement affiché. Mais il y a toujours des tentatives. On va s'organiser. Des répartitions. On va échelonner, on va trouver des solutions. Mais non. Donc la solution, c'est que si ça se radicalise, il faut bien savoir que Sudrail, c'est quand même les anarcho-syndicalistes de la CFDT. Oui, c'est quoi Sudrail? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? C'est les mécontents d'une CFDT qui devient clairement et qui affiche clairement sa position réformiste. Et donc, ce sont des anarcho-syndicalistes, donc des briseurs de réforme, clairement, et dans l'action, dans une grève rude. Et là, on voit que ça se radicalise nettement. La CGT, pareil, elle a encore des bastions communistes. Et donc, à travers ces bastions communistes, ceux qui restent à la CGT, de la même façon, sont très violents, peuvent être violents dans le conflit. Et il y a que qui reste finalement. Et ça se radicalise à ce niveau-là. Et du coup, ça ne concerne plus les salariés en général. Et ça perturbe les usagers. Là, les usagers, ils en ont clairement marre. Alors, tant que l'opinion publique suit et est d'accord, à la limite, j'ai envie de dire, et c'est toujours pas une solution. Si l'opinion publique n'est absolument pas d'accord, et c'est le cas, parce que là c'est scandaleux, effectivement, pour le bac, il y a d'autres choses qui s'organisent. On en est à organiser le fait de faire grève des billets. On n'achète plus nos billets. Et tout ça coûte cher. Guillaume Pépi, ce matin sur RMC, il estimait à 80 millions d'euros le coût de la grève, c'est-à-dire les 40 à 50 millions de manque à gagner parce qu'on ne vend pas de billets, et puis toutes les indemnisations exceptionnelles pour les retards, les cartes de transport, les abonnements, etc.
mois. Ça coûte donc une trentaine de millions et ça peut encore s'aggraver parce que la dégressivité ne sera plus prise en compte. On voit des syndicats qui se radicalisent, Véronique Jérôme. On voit un gouvernement qui tient bon, a priori. Juste une petite question. Quand François Hollande y était à Andorre, c'était vendredi, il était sur ses terres, puisqu'il est co-prince d'Andorre, hein, bien entendu. Bon, quand il dit il faut savoir arrêter un mouvement et être conscient des intérêts de tous, il est dans son rôle vraiment, le président Bon, déjà, normalement... C'est là où on l'attend, vraiment. C'est au Premier ministre de prendre les coups et d'être en avant. Le Premier ministre doit faire écran. Donc le président, mais il a très vite compris, je crois qu'il est revenu en arrière, après il a parlé foot. Donc il a très vite compris que finalement, le mondial, ça peut faire cet écran de fumée qui pourrait être finalement adéquat, propice. Mais je voudrais revenir sur le syndicat. L'adhésion au syndicat, en France, elle est quand même particulière. On n'a pas de système de cloche-up, d'accréditation préalable à l'entrée d'un métier. En France, finalement, je peux bénéficier des négociations syndicales sans avoir l'inconvénient, entre guillemets, on peut trouver que c'est un inconvénient ou un avantage, mais sans avoir l'inconvénient d'adhérer. Donc je peux profiter sans adhérer. Donc c'est un bien public. C'est quelque chose, le fruit de la négociation va s'imposer, enfin va profiter à tout le monde. Donc là, le syndicat, dans sa représentativité, il la fonde sur quoi? Il la fonde sur les élections au comité d'entreprise. Là, on voit bien que la CGT, bon an, mal an, maintenant les choses tournent autour de 23,5% au dernier CE. Sauf que on a les chiffres que depuis 2006, parce que depuis les comptes sont gelés, on n'a plus de publication. Donc là, on ne sait pas trop quoi penser. On sait aussi que les non syndiqués aux élections au CE ont parfois fait des scores. Si je me souviens bien, c'est en 93, 30%, pour parler un peu comme Marine Le Pen, le premier syndicat de France et non syndiqué à cette période. Donc on a ici un mouvement. Et en plus, on pourrait ajouter que parmi les syndicats, il y a la direction syndicale et il y a la base. Et la direction syndicale, elle a un pouvoir discrétionnaire. Elle va bien sûr en profiter pour essayer de négocier, pour essayer de pousser... Il y a des dissensions entre la direction de la CGT et la base ? Prince. Oui, Stéphanie Lecoq. Oui, non, un mot. Oui, la CGT, elle a actuellement deux lectures. Elle a la base, oui, c'est pratique. La base, elle est en concertation d'urgence et bien évidemment, ces discussions remontent jusqu'à la Confédération. Deux lectures. La lecture, c'est on a un statut qui est extrêmement intéressant, il faut qu'on le protège, donc on ne change pas. On est dans la grève, on durcit la grève si nécessaire et hop. Et on est dans cette lecture-là. Et on a une deuxième lecture qui dit on ne peut pas faire autrement que maintenant s'asseoir à la table des négociations. Actuellement, encore une fois, la CGT, le 20 avril 2006, lors des élections de 2006, elle est à 40%. Elle est aujourd'hui, au 20 mars 2014, donc c'est très récent, à 35%. Elle est face à Sudrail qui augmente, en tout cas se stabilise, et heureusement, on a désormais de la chance, l'UNSA et la CFDT sont autorisés à négocier et sont autorisés à signer l'accord. L'UNSA qui pèse 23% par exemple. Voilà, l'UNSA 23% et CFDT 14,7%. Entre 2009 et 2011, on a appelé ça une ère glaciale. Il était impossible de négocier. Donc maintenant, la CGT a un souci. Soit elle se rallie au mouvement réformiste et c'est tant mieux, où elle dit, en tout cas à l'UNSA et à la CFDT, signer. Soit elle reste campée pour une petite partie sur ses positions parce qu'elle risque de perdre de nombreux adhérents qui vont s'allier à Sudrail. Bon, restez avec nous, de très nombreuses questions. Quid du dialogue social dans ce contexte également, la conférence sociale, on y reviendra donc, elle se tiendra début juillet, le 8 juillet. Quid justement de l'avenir de ce dialogue, est-ce qu'il ne va pas dérailler lui aussi? À tout de suite sur BFM Business avec les décodeurs.